bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à l'ensemble des participants à ce MOOC économie monétaire proposé par l'Université de la Réunion, Philippe Narasiguin qui en est l'auteur, qui vous a proposé un très très beau MOOC et nous sommes déjà à la 7e semaine de ce MOOC qui nous a permis de voyager dans la question du financement de l'économie monétaire, avec bien une nouvelle partie qui s'est avérée extrêmement intéressante sur la politique monétaire. Alors Philippe Narasiguin, un premier retour sur cette première semaine. Comment l'avez-vous perçu Comment avez-vous perçu les forums, les discussions? Alors, les forums très bien perçus dans la mesure où il y a beaucoup plus il y a eu par rapport à la semaine dernière, il y a eu un accroissement des questions sur les forums et nos économistes y ont bien sûr répondu. Ensuite, ce que j'ai observé, c'est vraiment, on rentre un peu plus dans le côté technique depuis la dernière fois. Donc ça s'amplifie, hein, de poser des questions de plus en plus techniques, ce qui est logique, avec, comme vous le disiez justement Christophe, avec la montée en puissance, non pas du niveau, parce que bon, chaque étape c'est un niveau à intégrer bien sûr, mais une montée en puissance en quelque sorte de l'analyse économique, voilà, plus exactement. Absolument, Philippe. Alors, nous allons revenir dessus. Simplement, pour l'ensemble des participants, sachez que vous êtes maintenant plus de 8300 personnes à suivre ce MOOC. 102 pays, donc bienvenue aux personnes des pays qui nous ont rejoints récemment, puisqu'il y a 3 pays qui nous ont rejoints récemment. Et bien évidemment, bonjour à l'ensemble des personnes qui suivent en direct ce webinaire qui va revenir sur cette partie 7 consacrée à la politique monétaire, les politiques conventionnelles pour le coup, politique monétaire qui sera redétaillée au cours de cette séquence en direct. Alors vous pouvez, comme à chaque fois, poser vos questions. Vous avez un live sur Zoom, sur Facebook, donc les questions seront transmises d'ici la fin. Donc nous réservons une dizaine de minutes, comme vous le savez, à chaque fois pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, surtout sur chaque partie, à poser des questions. N'hésitez pas à participer. C'est le but de ces webinaires qui sont faits en direct. C'est l'intérêt du direct. Alors, Philippe Narasiguin, cette politique monétaire, on a abordé cette semaine des chapitres extrêmement copieux. Comme vous le disiez, on capitalise sur les années, pas sur les années, sur les semaines précédentes. Politique monétaire avec un chapitre 19 qui était consacré à la politique monétaire conventionnelle de la BCE, les OPR et les ORPLT, donc les opérations principales de refinancement, court terme et long terme. Plusieurs sections consacrées à la politique monétaire et à l'activité économique. L'objectif principal de la politique monétaire, et on reviendra dessus au cours du webinaire, pour une banque centrale, qui permet de déterminer le montant du refinancement des banques commerciales. Les principales modalités de refinancement des banques par la Banque centrale, et puis les opérations complémentaires dont vous préciserez un certain nombre de choses. Un chapitre 20, quant à lui, qui était consacré à la politique monétaire conventionnelle de la BCE, toujours avec les facilités de prêt marginal et la stratégie de la BCE en matière de fixation des taux d'intérêt directeurs, avec 3 sections qui ont été développées, les facilités permanentes et la fixation par la BCE entre autres d'intérêt directeur, la stratégie de la BCE en matière de taux d'intérêt directeur et les réserves obligatoires. Voilà, donc un menu extrêmement copieux sur lequel on va revenir. Mais je voudrais vous poser, moi, une première question, vraiment le préalable, qui concerne la politique monétaire. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, c'est quoi finalement la politique monétaire? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Alors, la politique monétaire, en quelques mots, c'est l'action de la Banque centrale pour définir, sur une période donnée, généralement l'année par exemple, la quantité de monnaie au sein d'une économie. Je m'explique. Si, par exemple, il n'y avait pas de banque centrale, où on pouvait nous-mêmes émettre nos monnaies ou créer des banques comme on l'aurait voulu ou comme on le voudrait. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu une production, par exemple, de 100 milliards, quelle que soit l'unité monétaire, 100 milliards, et puis on aurait eu une masse monétaire de 500 milliards ou de 1000 milliards. Quelle serait la conséquence directe? Ce serait de l'inflation ou de l'hyperinflation. Donc vous voyez que le rôle premier d'une banque centrale, pour aller directement répondre à votre question, c'est bien sûr de contrôler le montant de la quantité de monnaie, ce que nous les économistes nous appelons la masse monétaire au sein d'une économie. Pour y arriver, la banque centrale va mettre en œuvre différents instruments pour agir sur la quantité de monnaie qu'elle prête aux banques commerciales, qu'on appelle aussi les banques de second rang, et bien sûr les taux d'intérêt directeurs qui représentent le coût de l'argent pour les banques commerciales qui empruntent
de la monnaie auprès de la Banque centrale pour résoudre, je l'avais dit depuis plusieurs semaines déjà, pour résoudre les problèmes de trésorerie des banques commerciales. Voilà en quelques mots donc comment je pourrais définir la politique monétaire. Merci Philippe. Alors je crois que c'était important de revenir sur ce, parce que vous insistez souvent sur la précision des mots, des définitions. Donc là, je pense qu'on a clarifié ce concept. Alors, première question qui va suivre, et on a déjà abordé les questions sur la Banque centrale, ça a déjà été largement abordé, notamment dans le chapitre précédent, sur les marchés interbancaires. On l'a vu dans le détail, c'était l'objet aussi du webinaire de la semaine dernière. Mais malgré tout, il faut y revenir, parce que là, on vient de parler de la politique monétaire, et donc le rôle des banques centrales. À quoi servent ces banques centrales? Quelles sont leurs grandes fonctions? Et on reviendra aussi, mais ce sera en troisième partie de la question, sur la question des banques commerciales qui empruntent ou qui achètent de l'argent à la Banque centrale. Alors, tout d'abord, revenons sur la Banque centrale. Quelles sont ses grandes fonctions, ses grandes missions? D'accord. Alors, pour faire le lien avec la partie de la dernière fois, je vais faire un seul schéma. Et dans ce schéma, vous avez en bas les banques commerciales, qu'on appelle nous les banques de second rang. Et en haut, bien sûr, au sommet de la pyramide, nous avons la Banque centrale. La Banque centrale. Voilà. Et en dessous des banques de second rang, il y a bien sûr les agents non financiers que nous sommes. Mais là, évidemment, je reprends uniquement le schéma fondamental pour parler de la politique monétaire de la Banque centrale et des fonctions d'une banque centrale. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce début de webinaire, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que les banques de second rang, les banques commerciales, doivent obligatoirement ouvrir un compte dans leur banque centrale nationale. D'accord? Donc là, on a par exemple le compte de la banque grand A, je vais le mettre en rouge. Là, c'est le compte de la banque grand B, qui est en vert. Et là, c'est le compte de la banque grand C. Pourquoi je fais ce schéma en début de webinaire? Pour simplifier ce qui va être dit par la suite. Et par rapport aux questions qui sont posées, bien sûr, plus le cours monte en puissance en matière d'analyse économique, plus il y a des questions techniques qui se posent. C'est bien logique, c'est bien évident. Par conséquent, les banques centrales connaissent exactement la position bancaire de chaque banque commerciale, c'est-à-dire tout simplement la quantité d'argent que chaque banque commerciale a sur son propre compte. Exactement, comme je l'ai dit la dernière fois, nos banques commerciales à nous savent précisément le montant d'argent qu'il y a sur nos comptes, pour nous ménages, pour nous entreprises. Pourquoi c'est important? Parce que la Banque centrale va avoir une information de première qualité, si je puis dire, de première main, en temps réel, en disant, cette banque A, elle a beaucoup de liquidités. La banque B, elle a un peu moins que la banque A. Peut-être que c'est par rapport à sa taille aussi, son réseau commercial. Et la banque C a peut-être encore un peu moins de trésorerie que la banque B. Et puis, le lendemain, ça peut s'inverser. La banque A peut avoir beaucoup moins de trésorerie, la banque B un peu plus, etc. Donc, les positions s'inversent chaque jour à cause justement des opérations interbancaires pour le compte de la clientèle. Et là, je parle d'une durée très courte, qui est une durée de 24 heures. C'est ça. Et donc, le rôle de la Banque centrale, vous allez le comprendre, quand on parle de mission de la Banque centrale, le rôle de la Banque centrale, c'est bien sûr de contrôler la quantité de monnaie qu'il y a sur les comptes des banques commerciales. Si, pour une raison ou pour une autre, il y a une explosion de la masse monétaire, ça veut dire que, par exemple, que les banques commerciales ont trop distribué de crédit. À ce moment-là, la Banque centrale va rationner la quantité de monnaie qu'elle va prêter aux banques commerciales. D'accord. Et elle va, deuxième volet de la politique monétaire, elle va prêter cet argent beaucoup plus cher. Donc, on progresse un tout petit peu, si c'est clair jusqu'à présent. C'est clair, c'est cette fonction de régulation. De régulation.
Et pour faire cette fonction de régulation, comme je l'ai dit au départ, la Banque centrale met en place, a bien sûr dans ses mains des instruments. Là, vous avez la Banque centrale. Et là, vous avez l'ensemble sur ce schéma. Suivez bien ce schéma. Vous pouvez d'ailleurs, ceux qui suivent en direct le cours ou ceux qui vont revoir cette émission en replay, vous pouvez aussi faire le schéma avec moi. La Banque centrale, donc, là, c'est l'ensemble des banques commerciales. La Banque centrale, donc, connaissant ses positions de compte, elle va déterminer la quantité de monnaie qu'elle va prêter aux banques de second rang, aux banques commerciales. Pour l'instant, je ne parle pas des instruments. Je ne parle que de la philosophie des choses. D'accord? Donc là, c'est le volume. On va le mettre en rouge. Là, c'est le volume de monnaie centrale, de monnaie banque, on appelle ça monnaie banque centrale, qui, bien sûr, est prêtée. Que l'on appelle aussi monnaie centrale. Qu'on appelle aussi monnaie centrale. D'ailleurs, une des questions qui se pose sur le forum en disant « Mais vous avez dit dans votre cours, acheter de l'argent ou emprunter de l'argent », c'est pareil. Les banques commerciales, bien sûr, vont emprunter de l'argent à la Banque centrale pour résoudre les problèmes de trésorerie. Voilà, le prix étant le taux d'intérêt. Le prix étant le taux d'intérêt directeur. Rapidement, on va repasser à ce schéma, on va revenir à ce schéma. Que font les banques commerciales? Elles mettent, pendant la durée du prêt, de l'emprunt, elles mettent en garantie des titres. Ça, c'est important. Par exemple, si une banque centrale prête pour 10 milliards d'euros d'argent aux banques commerciales sur une période de 15 jours, par exemple, à ce moment-là, les banques de second rang mettent en garantie un montant équivalent. Je crois que j'ai dit 10 milliards, c'est ça? Oui, 10 milliards d'euros. En titre, alors. En titre, un montant. N'importe quel type de titres peuvent être utilisés? Ce sont les titres généralement de premier rang. Les obligations bien cotées, bien sûr les bons du Trésor, parce que l'État a pour fonction. Enfin, il est dit que l'État rembourse toujours ses dettes. Bon, on l'a vu qu'en Grèce, ce n'était pas toujours vrai, ou que les pays ont aussi, d'autres pays ont des problèmes d'endettement public. Mais généralement, ce sont des titres bien cotés par les agences de notation, les obligations, ce qu'on appelle les titres de créance, et bien sûr, les bons du Trésor. Des titres qui ont donc une certaine garantie de remboursement. Hein, c'est ça, en fait. Le rôle des agences de notation, c'est de noter les titres en disant, si ce titre est bien noté, c'est que l'entreprise peut rembourser ses dettes ou cet emprunt obligataire. Ou l'État peut rembourser ses bons du Trésor qu'il émet. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est la philosophie, en quelque sorte, du mode de fonctionnement d'une banque centrale. Allons maintenant un tout petit peu plus loin. On va dire, ça, c'est le premier temps. On va dire numéro 1, étape numéro 1. Tiens. Étape numéro 1. Nous allons voir dans un deuxième temps que la Banque centrale a des supports, a des instruments pour mener justement cette politique monétaire. Quels sont les supports? C'est logique, le raisonnement est logique, nous allons le dérouler en 2 ou 3 temps. Voilà, fonction de régulation. Voilà, fonction de régulation. Quels sont les outils? Quels sont les outils, tout simplement? La Banque centrale a 2 outils. Ce sont les instruments de refinancement. Au passage, pourquoi est-ce qu'on appelle ça refinancement? Ah, justement, je vais vous dire pourquoi on appelle ça refinancement. Les instruments de refinancement qu'une banque centrale a à sa disposition sous 2 formes. Au début, vous évoquiez les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme. Je dirai un tout petit mot tout à l'heure, on ne va pas refaire le cours ici. Oui, évidemment. Le cours est déjà très précis, très détaillé. Voilà. Mais la Banque centrale a des instruments de refinancement. Ces instruments servent à quoi? À justement déterminer, ce sont les supports qui permettent à la Banque centrale de prêter un certain volume d'argent aux banques commerciales. J'insiste bien, c'est l'aspect quantité. Donc je vais mettre en rouge. Ça, c'est l'aspect quantité, c'est-à-dire le volume d'argent que nous appelons
en économie de la monnaie centrale. Il faut bien distinguer la monnaie centrale de la monnaie bancaire. Et deuxième instrument, qui est très important, la Banque centrale a également, deuxième support important, des taux d'intérêt qu'on appelle des taux d'intérêt directeurs, dont un taux d'intérêt directeur qui est le plus important par rapport aux deux autres, si on se réfère donc à la Banque centrale européenne. Donc là, je mets taux d'intérêt directeur. Mais ce taux d'intérêt directeur, il représente quoi? Je vais faire comme si j'étais dans un amphi, en parlant aux étudiants, en parlant aux personnes qui ne sont pas toutes étudiantes, il y a des professeurs, il y a toutes les personnes qui se sont inscrites à ce cours, il y a aussi des personnes qui sont déjà des professionnels qui préparent des concours. Ce taux d'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais le mettre en rouge, donc le prix de l'argent. Le prix de l'argent. Vous voyez? En haut, c'est la quantité de l'argent, et en bas, c'est le prix de l'argent. Alors, j'aimerais vous poser une petite question à ce stade de l'exposé sur cette partie volume, quantité de monnaie centrale prêtée. Ouais. Donc c'est la question du volume. Comment est-ce que ce volume-là est déterminé par la Banque centrale? Alors très bien. La Banque centrale a... Alors, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais la Banque centrale, comme je l'ai dit, joue sur plusieurs tableaux pour déterminer le volume de monnaie. Un aspect microéconomique et un aspect macroéconomique. Qu'est-ce que j'entends par aspect microéconomique? C'est-à-dire, la Banque centrale voit si les comptes des banques sont normalement approvisionnés. Elle a les statistiques des mois précédents, des années précédentes, etc. Et donc, ils ont un service recherche, un service évidemment économique extrêmement important à la Banque centrale. Et la Banque centrale regarde donc comment évoluent microéconomiquement les positions des comptes bancaires des banques de second rang. Vous savez, on peut faire quasiment, je dirais, la même chose. Hein. Quand on parle de nos banques à nous, c'est finalement la même chose. Oui. Sauf que là, évidemment, nos banques ne régulent pas la quantité de monnaie que nous avons. C'est nous qui apportons nos salaires, nos loyers, si nous sommes propriétaires de logements, nos revenus financiers, si nous avons un patrimoine financier. Donc, mais c'est un peu la même chose, au fond. C'est la même philosophie, c'est-à-dire que les banques, en quelque sorte, connaissent les positions bancaires que nous avons. Pareil, la Banque centrale connaît microéconomiquement la position bancaire de chaque banque chaque semaine. Et elle voit si telle banque connaît pas un effondrement, mais une diminution très forte de sa liquidité, ou finalement que la liquidité est stable, ou elle est plus importante, etc. Et ça pour l'ensemble des banques. À la fin de la journée, elle connaît non seulement la position de l'ensemble des banques, mais de chaque banque, parce qu'elle a fait tout simplement une addition que tout le monde peut faire. Voilà, c'est ça. Question de liquidité qu'on a largement abordée d'ailleurs dans S'il y a 350 banques en France, il y a 350 banques commerciales. La Banque centrale connaît exactement la position bancaire de chaque banque, et à la fin de la journée, la position bancaire cumulée de l'ensemble des banques commerciales. Et là, troisième étape, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer des appels d'offres, des fameux appels d'offres dont les forums ont parlé. En quoi consistent les appels d'offres? Les appels d'offres sont, en quelque sorte, la façon dont les banques centrales vont consulter les banques commerciales, en disant, voilà, je lance un appel d'offres, dites-moi, banque par banque, hein, j'insiste bien, c'est que c'est toujours microéconomique, c'est banque par banque. Ah oui, d'accord, c'est pas un appel d'offres général. Non, banque par banque, dites-moi. Quels sont vos besoins, quoi? Voilà, dites-moi quels sont vos besoins. D'accord. Donc, la banque A va dire, moi j'ai besoin de 1 milliard d'euros. La banque B va dire, moi j'ai besoin de 500 millions d'euros. Et la banque C va dire, moi j'ai besoin de, par exemple, 300 millions d'euros. D'accord? Total, 1 milliard 800 millions d'euros. C'est la procédure d'appel d'offres. Et donc la Banque centrale a deux temps forts en quelque sorte. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme. Chaque semaine, elle lance un appel d'offres, donc de façon hebdomadaire.
lorsque c'est hebdomadaire, le remboursement du crédit se fait 15 jours après. Donc l'échéance, en quelque sorte, c'est 15 jours. C'est-à-dire que les banques commerciales sont obligées de rembourser pour la banque A tant d'euros, pour la banque B tant d'euros, pour la banque C tant d'euros. Et puis, il y a la procédure dite mensuelle. Donc, je ne vais pas reprendre les termes un peu trop compliqués pour le public. Opération principale, le refinancement, opération de refinancement à plus long terme, etc. Oui. Je vais prendre des OPR, ORPT. Voilà, donc je ne vais pas reprendre ces termes trop... C'est écrit explicitement dans le cours. Voilà, c'est dans le cours, vous allez le voir. La procédure d'appel d'offres au niveau mensuel. Tous les mois, pour compléter en quelque sorte les appels d'offres hebdomadaires. Tous les mois, la Banque centrale, là je parle bien sûr de la Banque centrale européenne, mais c'est à peu près similaire dans pratiquement tous les pays du monde. C'est pareil, quoi. Il y a des changements dans un autre pays, ce ne sera peut-être pas tous les mois, ce sera 3 semaines après ou 5 semaines après. Mais bon, là, on est dans le cadre, bien sûr, de la Banque centrale, enfin de la zone euro. Donc, tous les mois, il y a une consultation. Donc, et le remboursement se fait 3 mois après, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, évidemment. Donc là, ce sont bien sûr les échéances que j'ai mis là, ce sont les échéances de remboursement. Échéances, je mets en vert. Donc on voit qu'on est sur des durées plus longues que, par exemple, sur le marché interbancaire. Le marché interbancaire entre les banques commerciales, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Voilà. Donc on est sur vraiment de la gestion de trésorerie très court terme, très alors que là, on est déjà c'est un peu plus de long, entre guillemets, long terme. Long terme. Entre guillemets, vraiment entre guillemets. Ceci étant très relatif, oui. Hein, échéance de remboursement, je le mets là. Alors, Philippe Narassiguin, est-ce que cet appel d'offres de la Banque centrale, est-ce que c'est ce que l'on appelle l'open market? Tout à fait. D'accord. C'est ce qu'on appelle les opérations d'open market. Sauf que là, j'ai mis 1 milliard 500 millions, 300 millions. Dans le cadre, je dis bien, dans le cadre de la politique monétaire conventionnelle. La Banque centrale lance l'appel d'offres. La BCE lance l'appel d'offres. Mais la BCE peut dire, après consultation, la banque A me demande 1 milliard d'euros, mais non, là c'est trop. Moi, je ne donne que 500 millions d'euros. Pareil pour la banque B qui me demande 500 millions d'euros. Les banques sont assez liquides. Je ne donne que la moitié. D'accord. Et la banque C, c'est pareil. Je ne donne que la moitié. Donc, il peut avoir un rôle d'arbitre aussi sur. Voilà. Là, c'est très important. C'est son rôle de régulateur. C'est son rôle. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le rôle, on va voir le terme fondamental, on appelle ça le rôle discrétionnaire de la Banque centrale. Toutes les banques centrales du monde entier. Rôle discrétionnaire, mais on va voir la définition de ce rôle discrétionnaire. Donc, effectivement, on est à quelle phase? On est à la phase 3. On va passer à la phase 4. Donc, la Banque centrale ayant une politique discrétionnaire, grand A, si c'est la moitié, va recevoir 500 millions d'euros. Grand B, j'avais dit 500, donc grand B va recevoir 250 millions. Et grand C, je crois que c'était 300 millions, j'ai plus 300 millions, c'est ça 300 millions, oui, c'est ça 300 millions. Donc grand C va recevoir que 150 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle la politique discrétionnaire, à la discrétion de la Banque centrale. Alors pourquoi la Banque centrale, le rôle discrétionnaire, la politique discrétionnaire de la Banque centrale est-elle très importante? Parce que la Banque centrale a aussi, dans toutes ces équations qu'elle a sous ses yeux, dans tous les modèles qu'elle fait fonctionner, la Banque centrale, évidemment, ils ont des centres de recherche assez considérables aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a une quarantaine d'années même. Donc, elle a tous les scénarios en tête. Et la Banque centrale a aussi le rôle, et en plus, c'est dans le traité de Maastricht, la Banque centrale a le rôle de maintenir la stabilité des prix. Donc, pas d'inflation ou très très peu d'inflation de l'ordre de 1,5-2% par an. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y avait... C'est l'aspect macroéconomique. D'accord. Parce que si elle prête trop d'argent aux banques commerciales, quel est le risque? Même si elle demande, parce qu'on peut considérer que les centres... justement, c'est là le rôle macroéconomique. Parce que les banques commerciales ont des services de recherche aussi. Oui, mais là c'est la Banque centrale qui, jusqu'aux politiques monétaires non conventionnelles, c'est la Banque centrale qui est le patron. C'est ça. Donc ça reste le patron. Elle dit non, d'accord, vous voulez faire ça, mais moi je vous dis que ça c'est... Voilà, mener la politique que nous souhaitons mener. Nous souhaitons mener cette politique-là. C'est cette politique-là. D'accord.
Et ce rôle discrétionnaire, cette politique discrétionnaire de la Banque centrale est très importante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en admettant que la Banque centrale n'a pas tous les scénarios en tête, elle pourrait dire, après tout, pourquoi pas? Ce que les banques commerciales demandent, je le donne. Oui, on verra le menu, justement, de la semaine prochaine. Comment les banques centrales ont perdu le rôle de boss, de leader, qu'on est passé aux politiques monétaires non conventionnelles. Ce sont des banques commerciales qui dictent la loi aux banques centrales. Mais ça, pour l'instant, je ne vais pas dévoiler le menu. Ça sera le menu de la semaine prochaine. De la semaine prochaine. D'accord? Donc, la banque centrale a deux aspects, l'aspect microéconomique et l'aspect macroéconomique. Si elle donne effectivement tout ce que les banques demandent, le risque, bien évidemment, c'est que les banques multiplient les crédits auprès des ménages et auprès des entreprises. Distribuent trop de crédits et donc il y a des risques de croissance de la masse monétaire. Trop de création monétaire. Trop de croissance de la création monétaire, donc risque inflationniste, inflation à plus de 10% ou même hyperinflation. D'accord. Est-ce que ça, jusqu'à présent, c'est très clair. Non, mais c'est important de prendre le temps de voilà, détailler tout ça. Je pense que c'est très clair. Je prends le temps de Philippe Narasiguin de revenir sur ces éléments. Enfin, la cinquième étape, pour en finir, c'est bien sûr que l'argent qui est emprunté par les banques commerciales ont un prix. Ce prix, bien sûr, c'est le taux d'intérêt directeur qui est appliqué par la Banque centrale, par toute banque centrale dans le monde. Lorsque les banques ont beaucoup trop de liquidités, la Banque centrale se dit « Ah, il y a trop de liquidités ». D'ailleurs, c'était le cas de la zone euro. Je crois que les taux d'intérêt pendant pratiquement 6 ans ont été très élevés. Enfin, je crois, j'ai fait une note là-dessus. Je crois même que pendant un laps de temps de 4-5 ans, on avait des taux de 4% environ. Donc, si les banques sont trop liquides, ont trop de liquidités, la Banque centrale, bien sûr, applique un taux d'intérêt directeur plus important. Donc, elle peut très bien passer, je marque juste le terme TI, TI c'est pour taux d'intérêt directeur, elle peut passer par exemple, au départ, elle est à 1%, et puis elle peut monter son taux d'intérêt directeur à 4,5%. D'accord, donc ça c'est son outil de régulation par le taux d'intérêt directeur. Et l'outil de régulation, elle a deux outils. Il y a deux outils. Par la quantité, le volume, et par le volume, et par le prix. Et donc, en même temps, si elle estime que les banques commerciales ont trop de liquidités, elle va bien sûr réduire encore plus la quantité de monnaie qu'elle va prêter aux banques commerciales. Très bien. Oublions les termes opération principale de refinancement. Oui. Tout ça, c'est pas pour le... Là, on parle vraiment pour le grand public et aussi pour les gens qui ont pris le cours et qui, des fois, ont besoin d'un rappel, ont besoin d'une explication plus lente. Oui, parce qu'on parle du taux on entend souvent parler du taux d'intérêt directeur, ou lorsque l'on lit les journaux économiques sans être économiste, taux d'intérêt directeur, finalement, il y en a plusieurs déjà. Voilà. Et le taux d'intérêt directeur principal, celui dont on parle pour les opérations principales de refinancement, c'est lui qui va permettre cette régulation. C'est le taux sur les opérations principales de refinancement. Le terme employé exact, c'est le taux sur les opérations, le taux d'intérêt directeur sur les opérations principales de refinancement. D'accord ? Et donc, évidemment, avec un remboursement à 15 jours, c'est qu'on est sur des opérations sur 15 jours. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la Banque centrale passe son taux d'intérêt directeur de 1 à 4,5%, ben, la conséquence, elle est claire. C'est que les banques commerciales vont répercuter sur nous, entreprises et ménages, vont répercuter la hausse des taux. La hausse du taux d'intérêt directeur, du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale sur les ménages et sur les entreprises. Donc nos crédits à la consommation, nos crédits d'équipement, nos crédits immobiliers, tous nos crédits vont devenir beaucoup, beaucoup plus chers. Vont nous coûter plus cher. Vous vous rendez compte, par exemple, aujourd'hui, la Banque centrale européenne, pour les raisons de politique monétaire non conventionnelle, le taux d'intérêt directeur est à 0%. Donc on peut avoir des prêts immobiliers à 2,5%. Mais si votre taux d'intérêt directeur, lui, il était aujourd'hui non pas à 0%, mais à 4,5%, ben les taux sur l'immobilier auraient été de 7,5, 8 et pour les meilleurs clients. Et puis même jusqu'à 10% pour les clients moins, moins crédibles, si je puis dire, moins bien notés par la banque commerciale. Voilà. Vous développez d'ailleurs, Philippe, une séquence autour de cette augmentation du taux d'intérêt directeur qui est un bon exemple, qui amène d'ailleurs au final une réduction, une compression du PIB.
finalement. Si. C'est-à-dire qu'on augmente le coût de la monnaie centrale, donc c'est répercuté au niveau des ménages, donc il y a moins de consommation, il y a une contraction de la consommation, par exemple. Contraction de la consommation. Donc, les entreprises investissent moins. Donc, je ne dis pas contraction du PIB, mais réduction de la croissance économique. Réduction de la croissance si économique. Si on est en croissance forte, évidemment, par exemple de 4,5%, la croissance peut passer de 4,5% à 3,5%. D'accord. Donc c'est on va dire une réduction. Est-ce Voilà. qu'on peut parler de compression ou de... Non, là on ne peut pas dire de contraction forte. Non, là c'est plus une réduction, mesurée de la croissance économique, dans la mesure où effectivement, si elle ne fait pas ça, on pourrait avoir de l'inflation ou de l'hyperinflation. D'accord ? Très bien. Donc voilà. Bon, je pense que ça c'est vraiment très clair. Alors par rapport à la question qui se posait sur les grandes fonctions, je pense qu'on y a répondu. Je crois que sur les grandes fonctions, on y a répondu. Et la question de l'emprunt ou de l'achat d'argent à la Banque centrale, on y répond aussi. On y a répondu. Acheter, pour celui qui a posé la question sur, voilà, pour ceux qui ont posé la question sur les forums. Quand j'ai dit emprunter, que les banques commerciales empruntent de la monnaie centrale à la Banque centrale, empruntent de l'argent à la Banque centrale, c'est bien sûr acheter de l'argent. Il n'y a pas, on est dans le domaine de l'argent, donc il n'y a pas de cadeau, si je puis dire, c'est pas gratuit, rien n'est gratuit. Et rappelez-vous, toujours l'histoire économique. Les banques centrales sont avant tout des banques de premier rang. Donc, évidemment, il faut bien qu'elles vivent. Et les profits, alors bien sûr, l'État a nationalisé les banques dans la quasi-totalité des pays. L'État a nationalisé la quasi-totalité des banques centrales dans l'ensemble des pays aujourd'hui. Et donc, évidemment, les dividendes, le bénéfice réparti, qu'on appelle les dividendes, vont exclusivement à l'État. Naturellement, parce que les banques centrales font beaucoup de bénéfices. Oui, forcément. Oui. Forcément. En ayant comme client des banques de second rang, forcément, il y a beaucoup d'argent qui transitent. Alors, Philippe, on va justement, c'est une bonne introduction à la question qui suit, hein, qui ressort aussi des forums, hein, donc de vos questions, chères participantes. Dans les médias, on dit souvent que la Banque centrale augmente ou diminue son taux d'intérêt. On l'a vu, son taux d'intérêt directeur. Donc là, on vient de le voir. Ouais. On a vu la séquence aussi que cela entraînait. Mais en réalité, il y a 3 taux d'intérêt directeur et non pas un seul. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur cet aspect ? Alors, ça, c'est vrai que les forums ont beaucoup réagi là-dessus. Parce que il peut y avoir confusion sur les taux d'intérêt directeur. Quand on présente 3 taux, on dit, mais finalement, lequel est important ? Je vais répondre tout de suite. Lequel est important ? Donc, c'est le taux d'intérêt directeur sur les opérations principales de refinancement. C'est ça le taux le plus important. Donc, on va l'appeler, on ne va pas donner de grands noms, on va appeler tout simplement taux d'intérêt directeur principal. Comme ça, au moins, de toute façon, le cours est là. Mais pour ceux qui ne suivent pas le cours, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Sur les comptes Facebook, sur YouTube, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et eux, ils ne veulent pas refaire le cours, ils ne sont pas là pour avoir le cours à nouveau. D'accord ? Donc, on va dire taux d'intérêt directeur principal, tout simplement. On va éviter les grands mots. C'est celui-là que tout à l'heure, je disais, par exemple, qu'une banque centrale pouvait passer son taux d'intérêt directeur de 1 à 4,5%, par exemple. Ce qui, bien sûr, renchérit le coût de l'argent pour les banques commerciales. Et bien sûr, les banques commerciales vont répercuter cette augmentation sur les crédits à la clientèle. Et ça joue directement, bien sûr, sur ce qu'on appelait, nous, les 15 jours, les fameux 15 jours opération principale de refinancement. D'accord ? L'échéance 15 jours. Toutes les semaines, il y a des appels d'offres, échéance 15 jours. Mais la Banque centrale a 2 autres taux. C'est pour ça que c'est un peu mystérieux bien souvent en disant « Ah oui, mais finalement, il y a d'autres taux ». Vous l'expliquez bien, hein, je renvoie quand même à votre cours. Voilà, hein, vous l'expliquez bien, avec un très très beau schéma d'ailleurs, où vous avez les taux planchers, les taux plafonds et différents taux qui cohabitent. C'est le taux d'intérêt directeur, bien sûr. À chaque fois que je marque taux d'intérêt, notez bien sûr directeur à chaque fois, parce que le tableau est petit, donc je ne peux pas... Ce sont les taux d'intérêt de la Banque centrale, on est de la Banque centrale. Donc, taux d'intérêt sur la facilité de prêt marginal. Ça, c'est un taux, c'est à 24 heures, justement. Ça signifie quoi? Mettons que vous êtes une banque, Christophe. Vous êtes le Crédit Agricole. Et que
vous avez fait normalement votre appel d'offres, comme toutes les banques, vous avez répondu à l'appel d'offres, vous avez demandé 1 milliard d'euros, on vous a donné 500 millions d'euros. Mais sur 24 heures, il y a des fois, vous pouvez avoir besoin un petit peu plus d'argent, en quelque sorte. Oui, 2 milliards par exemple. 2 milliards. Vous pouvez avoir sur 24 heures. Donc là, la Banque Centrale Européenne a dit, OK, puisque vous avez mal calculé vos ajustements, vous les banques, on vous prête sur 24 heures un peu plus d'argent, un peu plus de monnaie centrale. Le fait que ce soit très court terme comme ça veut dire qu'il y a moins de risques aussi pour les il y a moins de risques, généralement il y a moins de risques, risques, bien sûr. Tout à fait. Et donc, naturellement, ce taux d'intérêt directeur, qu'on appelle taux d'intérêt directeur sur la facilité de prêt marginal. Pourquoi on dit facilité de prêt marginal? Ben là, oui, au moins, question. Pour une fois, c'est logique. Nous, souvent en économie, on dit ouais, vos définitions sont difficiles à assimiler. Ben, prêt marginal, c'est la marge à la marge. C'est à la marge. C'est à la marge, sur 24 heures. Non pas sur 15 jours, mais sur 24 heures. Donc c'est pour ça qu'on dit prêt marginal. On a un besoin de trésorerie parce qu'on a mal calculé les montants qu'il fallait demander, ou aussi peut-être parce qu'on n'a pas eu assez au niveau des appels d'offres. Donc on se dit, ah mince, j'ai pas eu ce que je demandais, mais là, aux 24 heures, j'ai un déficit un petit peu trop important de ma trésorerie, donc pour 24 heures, je demande un peu plus. Une facilité de prêt marginal. Bien. Et bien sûr, le taux d'intérêt sur la facilité de prêt marginal sera plus élevé. D'accord? Par exemple, si on prend l'hypothèse... Il sera plus élevé que quoi, Philippe? Que le taux d'intérêt directeur principal. D'accord. Donc, par exemple, situons-nous là à la période T, petit t. Là, le taux d'intérêt sur la facilité de prêt marginal, c'est par exemple de 1,5%. D'accord? Ça, c'est un autre taux d'intérêt directeur. Et puis, évidemment, la Banque centrale, ce sont tous des commerçants. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier cet aspect. Ce sont des entreprises, y compris la Banque centrale? Ah bah oui, plus même que les autres. Plus que les autres. Bah oui, parce que historiquement, c'est la banque de premier rang, justement. Oui. Et on pourrait imaginer, je sais pas, on a toujours l'image d'une banque d'État. Ah oui, bah non. C'est la logique, voilà, la logique non. pas commerciale en tous les cas. Alors que c'est une logique totalement commerciale. Les entreprises bancaires sont des entreprises comme les autres. Là, quand on fait des codes monnaie, je m'arrête juste 30 secondes pour dire que c'est vrai, quand on fait des codes monnaie, de banque, de politique monétaire, etc., ce qui déstabilise les étudiants, les gens qui font de l'économie, c'est que finalement, quand vous faites de l'économie, de la première année au master, une fois que vous avez fait de la micro, de la macroéconomie, etc., après, vous avez différents domaines, différentes parties, différents grands domaines de l'économie. Les mots ne sont pas trop différents, finalement. Vous avez à peu près mémorisé beaucoup de mots. D'accord ? Mais c'est vrai que quand les étudiants arrivent en monnaie et en économie monétaire internationale, parce que c'est un autre domaine, peut-être qu'on va en parler justement, parce qu'il y a des questions justement qui sont posées en économie monétaire internationale, mais je vais recentrer. Ça, on reviendra peut-être là-dessus en fin de... Voilà. Si on passe dans des domaines comme la monnaie et l'économie monétaire internationale, autre grand domaine de la science économique, les gens sont déstabilisés par les mots. Parce que tout d'un coup, tous les mots changent. Et c'est pour ça que je dis, non, soyons simples. Quand on parle d'entreprises, il y a des entreprises industrielles, il y a des entreprises commerciales, il y a des entreprises artisanales, et il y a aussi des entreprises bancaires. Oui. C'est mieux de dire comme ça pour banaliser. Au moins c'est clair. Voilà, pour banaliser les choses, quoi. D'accord. Et donc, comme ce sont des commerçants, comme vous le disiez Christophe, sur 24 heures toujours, si, vous voyez, les banques centrales pensent à tout. Si une banque a beaucoup trop de liquidités, elle peut placer son argent pour 24 heures à la Banque centrale européenne. Et donc, on dit c'est que c'est le taux d'intérêt directeur toujours. C'est l'autre taux d'intérêt directeur. Qui, lui, est donc... Sur la facilité de dépôt. On appelle ça sur la facilité de dépôt. Vous avez 200 millions en 24 heures à placer. 200 millions comment dirais-je, même à 0,5%, c'est intéressant d'avoir un peu d'argent à 0,5%. Si vous avez placé 100 euros à 0,5% pour 24 heures, ce n'est pas trop intéressant. Mais 200 millions d'euros à placer, ça commence à devenir intéressant. Et donc là, par exemple, sur la facilité de dépôt, le taux d'intérêt directeur sera de 0,5%. D'accord ? Moins, bien sûr, que le taux d'intérêt directeur. Donc en fait, là, on voit bien l'encadrement du taux. Donc le taux, là, c'est pour ça que vous appelez et vous le qualifiez de taux plancher.
C'est le taux plancher. Le fameux taux plancher. Et là, c'est effectivement le taux plafond. Le taux plancher Donc, et le taux plafond. Le taux d'intérêt directeur principal est encadré par deux taux d'intérêt directeur. Un taux d'intérêt directeur qu'on appelle le taux plafond, qui s'appelle le taux d'intérêt directeur sur la facilité de prêt marginal, et un taux d'intérêt directeur sur la facilité de dépôt qu'on appelle le taux d'intérêt directeur plancher. Un plafond, pardon, l'autre plancher. Sachant que le taux directeur principal, lui, agit sur les OPR. Donc sur les OPR, sur la quantité de monnaie sur centrale. des financements donc un peu plus longs, puisqu'on rembourse sur 15 jours. Sur 15 jours. Voilà. Alors là, on est à 24 heures avec Tout à fait. ces facilités de paiement. Voilà. On est sur des facilités, finalement, de trésorerie. Voilà, de trésorerie. Ce qu'on retrouve pour les entreprises aussi. Pour les entreprises, par exemple. Voilà, comme tout. C'est ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, les banques sont des entreprises. Les banques sont des entreprises. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est clair? Et là, Je pense que effectivement, vous avez un taux, parce que les gens en ont parlé, vous avez un taux qui fluctue, lui, tous les jours. C'est le Léonia, mais qui n'est pas un taux d'intérêt directeur. Léonia est le taux d'intérêt des emprunts entre les banques centrales, entre les banques commerciales. Pardon. Léonia, le fameux Léonia qui, là, lui, fluctue. Tout à l'heure, je n'ai pas développé ça parce que ce serait trop long, mais c'est vrai que la Banque centrale, j'ai parlé des aspects microéconomiques et macroéconomiques, mais la Banque centrale, les banques centrales observent toujours le taux à 24 heures. Pour voir si, par exemple, si le taux à 24 heures, il explose pendant un jour, ce n'est pas grave. S'il passe de 1,5% à 5%, c'est pas grave. Parce que les taux d'intérêt peuvent varier très vite, en fait. Léonia. Parce que les taux d'intérêt directeur des banques centrales varient très peu. Très peu. 3 fois de changement de taux d'intérêt directeur par an, 4 fois maximum, très très peu. C'est pour ça qu'on peut parler de politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grands axes c'est des grands axes stratégiques. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. En économie, il y a toujours deux dimensions. Les deux dimensions sont importantes à comprendre. Dans un certain contexte, il y a la dimension conjoncturelle et puis il y a les dimensions structurelles. Vous voyez, là, par exemple, on est, sur Léonia, sur une dimension conjoncturelle. A priori, c'est conjoncturel. Sauf que, si le taux Éonia passe, depuis un an, le taux Éonia était à 1,5%, par exemple. Bon. Mais si tout d'un coup, le taux explose pendant 6 mois, la Banque centrale se dit, là, c'est grave. C'est-à-dire que les banques n'ont pas trop de liquidité. Oui. Donc, je vais prêter beaucoup plus d'argent en volume aux banques commerciales pour avoir plus d'argent. Donc, je vais créer de la monnaie. Je vais créer de la monnaie, mais sans inflation. Avec le risque, quand même, d'avoir une politique inflationniste. Non, sans inflation. Non, ils vont calculer, bien sûr. D'accord. Ouais, heureusement qu'aujourd'hui, on calcule tout ça. C'est pour ça qu'on parle de science, pour le coup. Là, de science, évidemment. Sinon, des services de recherche qui calculent tous les scénarios, qui mettent en œuvre tous les scénarios. D'accord. Voilà. Donc, on maîtrise quand même la situation. Donc, je pense qu'on a répondu d'ailleurs au passage à la personne qui posait une question en direct sur la question de l'encadrement de ces taux d'intérêt directeur, sur les opérations principales de refinancement, qui s'interrogeait sur le fait que les prêts, le taux de facilité de prêt marginal soit au-dessus ou en dessous de ces taux directeurs. Donc ces deux facilités, on voit bien qu'elles encadrent le taux principal avec un taux plancher et un taux plafond. Et pour la personne qui est sur les forums qui a posé la question sur le taux négatif, référez-vous au 6e webinaire. Je réponds, je crois, c'est le 6e webinaire où je réponds très largement au taux d'intérêt négatif. C'était sur la facilité de dépôt, justement, que la Banque centrale européenne a imposé un taux négatif parce que les banques ne se reprêtant plus d'argent sur le marché interbancaire. On a sanctionné les banques commerciales. Donc le taux sur la facilité de dépôt, effectivement, est devenu négatif et les banques ont répercuté ça, malheureusement, sur nous en diminuant les taux d'intérêt sur notre épargne. Sur l'épargne, mais aussi sur les prêts. Non, mais sur les prêts, c'est bien sûr. Mais très bien sur l'épargne, c'est moins bien. Le problème, c'est que c'est pas seulement moins bien, c'est pas normal, je dirais, dans la mesure où finalement, ils n'ont pas joué le jeu. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les... toute l'analyse. Comme elles n'ont pas joué le jeu, alors pourquoi c'est quand même un peu contrariant, je dirais. Oui. Je ne vais pas dire des grands mots. En quoi c'est contrariant? Tout simplement, en un mot, tout simplement parce que quand vous avez aujourd'hui un livret A à 0,5% et que le taux d'inflation est à 2%, le petit épargnant, parce que logiquement, il faut que les gouvernements soient en cohérence avec eux-mêmes. Les gouvernements ont toujours dit, le livret A, le capital sera toujours garanti. Oui, alors et donc, on va toujours le mettre au niveau du taux d'inflation pour que les petits épargnants ne soient pas ruinés, ne soient pas sanctionnés. On va indexer ça, on va indexer ces livrets. C'était toujours sur le niveau de l'inflation. Pourquoi cela a disparu d'ailleurs au passage? Cela a disparu justement pour les raisons de politique monétaire non conventionnelle, etc. D'accord, donc on en reparlera. On en reparlera, justement. C'est là que je dis que ce n'est pas normal. Oui. Parce que, rappelez-vous Christophe, à chaque fois, tous les gouvernements français, tous les ministres des Finances en France, depuis, je ne sais pas,
là, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas, peut-être que vous aurez plus de mémoire que moi. Je ne sais pas à quelle date, si on me demandait là, à quelle date le livret a été créé, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Mais rappelez-vous, depuis des décennies, les ministres des Finances, la première chose qu'ils affirment, c'est évidemment, nous allons garder le taux d'intérêt du livret A au moins à celui du taux d'inflation, et généralement supérieur au taux d'inflation, pour que les petits épargnants français puissent maintenir leur épargne, maintenir leur pouvoir d'achat, leur épargne, etc. Voilà. Alors, je pense que c'est intéressant, et probablement que cette question reviendra la semaine prochaine, puisqu'on abordera les politiques monétaires non conventionnelles. Alors, le temps passe, évidemment, et c'est toujours aussi passionnant, donc on ne voit pas le temps passer. Alors, nous allons donc aborder une autre question que le public pose souvent sur la question de la Banque centrale. Comment est-ce qu'elle peut intervenir sur le taux de change de sa monnaie nationale par rapport à des monnaies étrangères, par exemple? Alors, qu'en est-il exactement? Justement, pourquoi je vais répondre à cette question? Logiquement, nous, finalement, on est dans la zone euro. Dans le traité de Maastricht, la politique de change a été mise de côté. Alors, moi, je tiens beaucoup... Mise de côté, c'est que jusqu'à présent, la Banque centrale, quand on parle de politique monétaire, vous m'avez demandé la définition de la politique monétaire, j'ai répondu à deux étapes, à deux étages, en deux parties, si vous voulez. Mais dans la deuxième partie, j'avais insisté sur les instruments de la politique monétaire. J'avais dit volume de monnaie, quantité de monnaie centrale. J'avais dit prix, donc les taux d'intérêt. Le troisième aspect, c'était que, et même pour l'ensemble des pays du monde, sauf par exemple la zone euro et les États-Unis, les pays ont la main sur le taux de change de leur monnaie par rapport aux devises étrangères. C'est pour cela que la Chine est régulièrement accusée de manipuler le cours de sa monnaie, de sous-évaluer le cours de sa monnaie pour pouvoir exporter beaucoup plus vers les pays de... Parce qu'elle a la possibilité de le faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une monnaie qui s'internationalise, c'est quoi? Si un jour vous avez en devoir de mémoire ou en examen une question comme l'internationalisation des monnaies, comment faut-il répondre? Il faut répondre de la façon suivante. Lorsqu'une monnaie s'internationalise, les banques centrales n'ont plus la main sur les monnaies qui s'internationalisent, c'est-à-dire qui sont détenues par des millions, des centaines de millions d'opérateurs, des importateurs, des exportateurs, des entreprises, des banques centrales, des touristes qui demandent la monnaie, qui demandent du dollar pour aller dans le monde entier, etc. Et nous, en faisant la zone euro, la part de marché du franc français était minime. En faisant l'euro, l'euro est devenu une monnaie internationale, disons à peu près à 25% de part de marché, par rapport, bien sûr, au dollar. Comment est-ce qu'on devient une monnaie internationale? Parce que les gens, quand je dis les gens, alors pour parler économie, les agents économiques, et non seulement les agents économiques, les agents financiers et non financiers en détiennent énormément. Vous êtes importateur, votre marchandise est payée en dollars. Vous allez à votre banque et vous dites, faites-moi, je dois payer en dollars, donc je dois me procurer du dollar pour payer ma marchandise. Oui. Vous êtes exportateur, vous ne voulez pas être payé en yuan, vous dites à l'importateur chinois, écoutez, payez-moi en dollars, etc. Donc, plus une monnaie circule dans un très très large espace comment dirais-je, de circulation, sur le marché, sur le marché mondial, moins les banques centrales plutôt peuvent contrôler, peuvent manipuler le cours de la monnaie par rapport à des devises étrangères. Et c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, dans le traité de Maastricht, peut-être qu'on reviendra un jour sur le traité de Maastricht, sur le sujet, malheureusement, la politique de change a été mise de côté. Et nous, en France, nous en avons souffert. Pourquoi? Parce que de 2004 à 2014, on a eu un euro surévalué par rapport au dollar. Et beaucoup de nos petites PME françaises exportatrices se sont effondrées, ont fermé la porte, ont fait faillite. Ce n'est pas la seule raison, il y a aussi les charges, les impôts, etc. Mais une des raisons, c'est que l'euro était trop fort par rapport au dollar. Plus de politique de change possible. Plus de politique de change possible. Et plus d'ajustement monétaire. Alors que les pays qui n'ont pas de monnaie internationale, par exemple le Japon, lui, les Américains, je crois que c'était dans les années 80, le Japon ne voulait surtout pas que le yen devienne monnaie internationale. Et puis les économistes se sont dit, mais à l'époque, mais pourquoi les Japonais ne veulent pas que le yen devienne monnaie internationale? Mais la réponse était claire. C'est que si le yen était détenu par des millions et des millions d'opérateurs, tous les pays du monde, toutes les banques centrales du monde, tous les fonds d'investissement du monde, etc., la Banque centrale du Japon n'aurait pas eu, ne pouvait plus avoir, bien sûr, de contrôle sur le taux de change de sa monnaie. Ouais, c'est ça. Or, les Japonais ont fait comme les Chinois au début, c'est-à-dire qu'ils ont sous-évalué le yen par rapport au dollar pour devenir à l'époque la première puissance exportatrice du monde. Rappelez-vous cette
partie de l'histoire économique qui n'est pas si loin finalement, ça date des années 80. Oui, c'est récent. De la montée en puissance du Japon chez les marchés mondiaux. Il y avait effectivement la technologie japonaise, les produits japonais, l'innovation japonaise, qui est un fait, mais il y avait aussi, de l'autre côté, la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Et c'est le troisième axe de la politique monétaire, c'est la politique de change, qui a été mise de côté dans le traité de Maastricht. Et moi, dès le départ, j'ai vu, quand j'ai lu le traité de Maastricht, parce que je suis spécialisé aussi dans le domaine de l'économie monétaire internationale, dès que j'ai lu ce traité, j'ai dit, voilà, tiens, il y a un gros problème qui va se poser, c'est que, effectivement, la politique de change. Plus de politique de change possible. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Je pense que c'est très très clair. Alors, ce sont des sujets sur lesquels on reviendra par la suite, à l'issue de ce MOOC, puisqu'il est fort probable qu'on continue. Là, on n'est pas là pour parler du traité de Maastricht, mais si un jour vous me posez la question sur le traité de Maastricht, je vous dirai... On aura l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est important aussi d'avoir des approches historiques, économiques, etc., sur des décisions qui ont pu être prises au niveau politique, et donc qui ont un impact sur les politiques. Et sur la vie économique, sur la vie des gens, sur l'emploi, sur le chômage, sur la croissance, etc. Alors, Philippe Narassiguin, donc pour les personnes qui nous suivent en direct, je vous engage, je vous encourage à poser les quelques questions que vous souhaiteriez voir abordées. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport au cours. Finalement, il y a un sujet qui apparaît, donc on a bien vu ces histoires de prêt marginal, de facilité de prêt marginal, de facilité de dépôt à 24 heures. Vous avez fait un très beau schéma qui explique bien les variations de taux. Donc ça, je vous engage à aller voir cet aspect-là. Vous l'abordez, mais sans vraiment le détailler. Alors la question, par exemple, j'ai une question, c'est la question de ce qu'on appelle la base monétaire. Finalement, quand on parle de base monétaire, ça c'est important par rapport à cette question initiale. La base monétaire, c'est quoi? C'est tout simplement, on va schématiser, le montant total des comptes bancaires, des comptes des banques commerciales plus exactement, qui sont à la Banque centrale. Techniquement, algébriquement parlant, c'est les billets plus le montant de la facilité de dépôt, plus le montant des réserves obligatoires, etc. Donc, tous les avoirs, en quelque sorte, des établissements de crédit pour schématiser, pour que les gens puissent visualiser ce que c'est la base monétaire. Bien sûr, dans mes écrits, j'en ai parlé. Ça a son importance, parce que finalement, c'est le socle. Mais bien sûr, c'est là où, justement, pourquoi la base monétaire est importante. C'est ce que Friedman avait dit il y a très longtemps. Pourquoi la base monétaire est importante? C'est parce que, justement, les banques centrales savent exactement la position bancaire de chaque banque et de l'ensemble du système bancaire. Et donc, elles vont jouer avec la base monétaire. Vous voyez, en fait, c'est exactement ce qu'on a dit au début. Est-ce que ça a un rapport avec les... Parce que les comptes, c'est la somme des comptes. C'est ça. Donc là, on peut estimer, donc c'est du volume, on parle de volume. C'est le volume de monnaie que les banques ont à la Banque centrale. Alors, ces notions de réserve obligatoire, on n'en a pas vraiment parlé. Là, oui, la réserve obligatoire, c'est vraiment... C'est un instrument de la politique monétaire, mais j'en parle pas aujourd'hui. C'est quoi? C'est 0, ça taxe les dépôts des banques. C'est un reversement obligatoire que les banques... Il y a une obligation de reverser chaque mois à la banque, dans les banques centrales. Alors ça peut varier selon les pays, bien sûr. C'est moins important que par le passé. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est devenu... Est-ce qu'on vous parlait de durcissement de l'activité monétaire, d'assouplissement de l'activité monétaire? Oui, là aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt. C'est vraiment ces deux choses qu'il faut retenir. Les réserves obligatoires, c'est pour alimenter les comptes des banques commerciales. C'est une sécurité quelque part aussi pour les banques commerciales. Parce que tout le marché interbancaire se fait. Le marché interbancaire se fait sur les comptes bancaires. Donc la Banque centrale va imposer évidemment un minimum de versement sur le compte qu'une banque a chez elle. Sinon, il n'y aurait pas de versement, donc ce serait dangereux même pour pouvoir faire des opérations interbancaires. C'est pour ça que je n'ai pas insisté là-dessus, parce que c'est un approvisionnement de compte de votre compte à vous. D'ailleurs, les réserves obligatoires sont rémunérées, pas de beaucoup, mais elles sont rémunérées. Elles ont un pourcentage de rémunération par la Banque centrale. Bon. D'accord. Donc, mais ce qui est important à comprendre, c'est cette notion de base monétaire qu'on a développée finalement pendant l'ensemble de ce webinaire. C'est quoi? C'est cette fameuse base monétaire qui permet à la Banque centrale de connaître exactement la position de tout le monde et de jouer sur le volume de quantité de monnaie. Vous parlez justement avec ces réserves obligatoires de stérilisation de la liquidité bancaire. Oui, stérilisation parce qu'effectivement, pour les banques, elles doivent verser donc, les dépôts, il y a une partie des dépôts qui est transférée à la Banque centrale. Donc, c'est stérilisé. Voilà. C'est stérilisé. Elles ne peuvent pas l'utiliser, si vous voulez. Puisque c'est une obligation. C'est une obligation, voilà. Ça rentre dans les dispositions légales, réglementaires. C'est législatif. Voilà, que toutes les banques centrales... Et ça s'impose à nous, donc au niveau de la Banque centrale européenne, ça s'impose forcément aux banques centrales. Oui, à l'époque, avant la politique monétaire non conventionnelle, c'était 2% de la masse des dépôts des banques, de chaque banque commerciale.
Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça arrive à 0,5%, parce qu'ils ont, je n'ai pas regardé le dernier chiffre là, mais c'est vraiment très très faible, parce qu'on est en politique monétaire non conventionnelle, donc le taux, le montant plutôt, la fraction qu'on doit transférer à la Banque centrale, la fraction des dépôts qu'une banque commerciale doit transférer, le montant, hein, la quantité qu'elle doit transférer, à l'époque c'était 2%, maintenant je crois que c'est même pas 0,5% des dépôts. Merci Philippe. Voilà. Alors il est temps de passer donc aux questions de nos participantes et participants. Donc une question Oui. sur la Banque centrale. Alors merci d'avoir posé la question à la personne qui l'a posée. La Banque centrale utilise-t-elle les liquidités déposées sur le compte de dépôt par les banques commerciales pour refinancer ces banques commerciales? Alors, la question est posée, voilà, c'est-à-dire que non, donc les dépôts des banques commerciales servent-elles à financer les banques commerciales? Voilà, finalement c'est la question. Oui, alors évidemment, il y a toujours ce que j'avais dit pour ce que font les banques, c'est le métier de la banque. C'est le métier de la banque, c'est à s'appuyer sur les dépôts pour faire des crédits. Voilà, ça c'est la base de l'activité bancaire. Ce qui se passe pour une banque commerciale se passe aussi pour une banque centrale. Donc c'est là, c'est à ce moment-là qu'on a quoi? On a la création monétaire. La fameuse création monétaire, c'est quoi? C'est l'excédent de monnaie par rapport à ce qu'il y a sur les dépôts finalement. Quand on crée de la monnaie, c'est quoi? C'est qu'on vous fait crédit, on vous fait confiance. Crédit, c'est faire confiance. Faire crédit, c'est faire confiance. Pour que vous puissiez continuer à faire vos activités normalement, ce qu'une banque commerciale fait pour nous, les banques centrales le font pour les banques commerciales. Mais à condition que vous puissiez rembourser le crédit. Donc évidemment, tout est logique. Hein. On s'appuie toujours sur des dépôts pour faire des crédits. Et là, la différence, bien sûr, c'est que ces crédits sont de très 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 court terme. Ce sont des crédits de trésorerie. Pour la personne qui a posé la question, j'insiste bien sur ce point. Ne confondez pas une banque centrale et les banques commerciales, qui font des prêts jusqu'à 25-30 ans, en passant par des prêts des découvertes bancaires, des prêts de 3 ans, consommation, 5 ans, 7 ans, des prêts d'équipement pour les entreprises, immobilier, foncier, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Oui, parce que là, on a vu finalement ce qu'on appelle le long terme. Là, on est sur du 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Non, 3 mois. C'est 3 mois maximum. 3 mois. Donc, on voit que le long terme, au niveau des banques pour les prêts, c'est le maximum, c'est 3 mois. Donc, c'est ce qu'on a. C'est 3 mois. C'est très différent de prêts. C'est vraiment des crédits de trésorerie. C'est la fonction même d'une banque centrale. C'est du crédit de trésorerie. C'est important de bien le comprendre. De le dire. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du crédit de trésorerie. D'ailleurs, vous insistez sur le fait que ces opérations de financement. Alors, refinancement, on me pose une question. Juste un mot. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, quand on dit une banque, par exemple, elle va nous financer, elle va financer les ménages et les entreprises en faisant des crédits. C'est le premier niveau. Une banque centrale refinance les banques commerciales, les banques de second rang. C'est ça la différence. On emploie toujours le terme refinancement pour une banque centrale. Refinancer une banque commerciale ou le refinancement, c'est toujours le terme qui est associé à la banque centrale. Pour nous, le terme associé, c'est quoi? C'est le financement. C'est ça. C'est clair. Oui, là c'est une définition. C'est une définition. C'est une définition qui s'explique parce que c'est plutôt du prêt de trésorerie. Peut-être voilà. que c'est pour ça que ça s'explique. On refinance, c'est du prêt de court terme, c'est du prêt de court terme. Voilà. Très bien. Alors je ne sais pas, donc le temps a passé encore une fois très vite. Alors peut-être y a-t-il encore une question, donc n'hésitez pas à la poser. Il nous reste 2 minutes avant de clôturer cette émission. Philippe Narassiguin, peut-être un petit mot sur les suites pour la semaine prochaine. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Puisqu'on a quand même déjà... justement, la semaine prochaine, c'est comment les banques centrales... Parce que c'est la dernière partie, là, pour le coup. Comment les banques centrales ont mis de côté, justement, le cadre légal pour évoluer dans un cadre qui n'était pas légal, en réalité. C'est ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles. D'accord, donc là, ça promet. Enfin, là, ça risque d'être... Et si je peux juste prendre 30 secondes par rapport à la question posée, ce que je dirais aussi aux gens, j'ai insisté à chaque fois que Christophe me donne la parole, je dis, voilà, je vous conseille de faire ça ou ceci ou cela. Là, ce que je vous conseille, parce que là, avec Christophe Porlier, on a fait quand même 7 webinaires, c'est bien sûr maintenant de voir les webinaires comme si vous étudiez le cours. C'est-à-dire vraiment prendre le webinaire comme un supplément du cours. Parce que maintenant, on a un stock de webinaires qui est quand même important. Donc, c'est ce que je conseille à toutes les personnes inscrites à ce cours. Voilà, donc en fait, pour clôturer ce webinaire, on peut peut-être reprendre une de vos citations. Je vais vous citer. La stratégie de la Banque centrale a comme objectif de préserver l'activité du marché interbancaire entre les banques de second rang. Elle s'assure que les banques ont une gestion saine avec des liquidités. Elle est le prêteur en dernier ressort, c'est l'acteur invisible. Oui, c'est l'acteur invisible. Pourquoi l'acteur invisible? Invisible parce que quand on passe dans la rue, il n'y a pas de banque centrale. Invisible, oui, on ne voit pas une banque centrale. Parce qu'on ne connaît même pas les opérations d'une banque centrale. Elle est invisible dans tous les domaines, dans tous les termes du sens, en fait. Invisible du point de vue bâtiment,
On voit, et ça existe, le bâtiment de la Banque de France et des succursales des banques centrales dans le pays existent, mais c'est rare qu'on les voit vraiment visibles, qu'elles sont visibles. Et puis surtout, les opérations qu'elles font sont totalement invisibles. Quand vous allez dans votre banque, vous voyez que la banque vous a fait un crédit sur votre compte, donc vous visualisez. On ne voit pas les opérations. Donc la Banque centrale, pour le commun des mortels, c'est un acteur invisible. Invisible, très bien. Alors, ce sera le mot de la fin peut-être, Tout à fait. Philippe, parce que ça y est, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces explications qui viennent vraiment compléter et enrichir le contenu de votre cours qui est très clair déjà, mais qui, voilà, je pense que nos participantes et nos participants apprécient la qualité de ce cours. Donc, moi, je vous propose de nous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christophe. À la semaine prochaine. Et bonne semaine à tous et à toutes. Profitez bien de cette dernière partie. Et nous nous retrouvons dans une semaine pour le dernier webinaire de ce MOOC. À très bientôt. Ce sera